Communément appelé Isiaka Diarra, M. Diarra évolue dans le domaine agricole. Il est ce jeune président fondateur reconnu pour ses accomplissements et sa persévérance. Détenteur de plus de 60 hectares sur ses sites situés dans les quartiers Ouenzembougou et Sibi, ce jeune entrepreneur ambitieux participe au développement du pays. Créée en 2018, l'entreprise Diarra Agriculture est spécialisée dans la production d'agrumes, la culture maraîchère, la transformation agroalimentaire, la production et la vente de semences, entre autres. Comme toute structure, elle se donne pour vision de faire de l'agriculture le levier de la transformation économique ouest-africaine. Au-delà de l'agriculture, l'entreprise Diarra Agriculture organise des formations sur les modules à savoir culture maraîchère de la sémence à la récolte, préparation contre saison, technique d'optimisation de rendement. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Référence. La Référence est cette émission qui reçoit les modèles de réussite. Nous avons comme invité aujourd'hui M. Isiaka Diarra. Isiaka Diarra est ce jeune entrepreneur qui évolue dans le monde agricole. Nous sommes sur l'un de ses sites à Ouenzembougou. Bonjour M. Diarra. Bonjour. Dites-nous qui est ce jeune entrepreneur dévoué. Alors, mon nom c'est M. Diarra Isiaka, je suis le fondateur de Diarra Agriculture, une société qui évolue dans le domaine de l'agriculture, la production de fruits, légumes et céréales, et aussi la prestation de services ainsi que les formations dans le domaine agricole. À la base, moi je suis comptable, financier, fiscaliste, parce que ma formation de base c'est... J'ai un bac plus 4 en finance, un certificat en planification financière, un master en administration des affaires générales, un master en comptabilité, audit et contrôle de gestion et un master en fiscalité et droit des affaires. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai eu une reconversion, mais bon, là actuellement je suis aussi consultant parce qu'il y a 90% de mes activités qui sont, en fait, de mon temps qui est consacré à l'agriculture. Okay. Et 10%, ça c'est la consultation dans le domaine de la fiscalité, la finance et ainsi de suite. Ça, c'est juste pour garder la ligne. En gros, voilà, c'est ça. Vous avez M. Diarra devant vous. Il faut reconnaître que M. Diarra a un CV lourd. Hein? C'est possible. Alors, M. Diarra, parlez-nous de vos différentes cultures. Alors, nos différentes cultures, chez Diarra Agriculture, nous produisons beaucoup. Il faut reconnaître que nous faisons aussi souvent des essais pour quand même donner des explications et pouvoir donner quand même beaucoup plus de contenu à ceux qui viennent se former chez nous. Nous produisons 50% de notre production, c'est basé sur les oranges. Nous avons 10 000 orangers, 12 000, excusez-moi, nous avons 12 000 orangers répartis entre deux sites. Et après, nous faisons aussi beaucoup de cultures de papaye, du melon, de la pastèque, de la tomate, du gombo, de l'aubergine et des cultures saisonnières aussi telles que le maïs et le mil, ainsi de suite. Donc pour vos produits, est-ce que vous êtes en collaboration avec certains secteurs de l'agrofourniture? Alors, je ne suis en collaboration directe avec aucune structure publique ou parapublique. Mes collaborations se limitent à des structures privées. Et puis c'est des collaborations à sens unique très souvent. C'est nous qui apportons beaucoup plus de services et beaucoup plus de soutien. Et très très rarement, nous faisons des collaborations à sens inverse. Je m'explique, par exemple, il y a des structures de vente de produits phytosanitaires ou autres structures. Donc nous leur donnons des clients parce que, par exemple, quand nous formons des gens aujourd'hui, donc ces gens ont besoin de contacts d'agents, enfin de vendeurs de produits phytosanitaires, ainsi de suite. Donc nous apportons des clients à ces structures sans contrepartie directe. Donc voilà, nous avons ce genre de collaboration. Dites-nous pourquoi vous n'êtes pas en collaboration directe avec ces secteurs plutôt. Disons pourquoi nous ne sommes pas, vous voulez savoir pourquoi nous ne sommes pas en collaboration à sens inverse. Oui. Parce que l'objectif c'est d'apporter de l'aide d'abord aux producteurs, à ceux qui viennent se former chez nous. Parce que notre objectif, c'est de démystifier le domaine de l'agriculture au Mali. Et nous ne voulons
pas que ceux qui veulent rentrer dans le domaine de l'agriculture aient des difficultés comme nous avons eu au début. Je donne des exemples. Au début, quand nous avons commencé à produire du melon, nous avons eu beaucoup de difficultés. Et ceux qui étaient déjà grands producteurs de melon, la plupart d'entre eux ont fermé leurs portes. Donc ils se disaient que si on ouvre la porte à certaines personnes, à certains producteurs, nous allons saturer le marché. Alors que ces genres d'idées, c'est des idées qui sont révolues en fait. Ils ne se sont pas posé la question pourquoi nous n'allons pas inciter beaucoup de personnes à produire. Comme ça, si leur capacité de production est de 1 hectare de melon aujourd'hui, demain, ils seraient capables de produire 10 hectares de melon parce que la demande va augmenter. C'est vrai, quand le prix est haut, c'est bien de produire, mais quand tu produis à très grande échelle aussi, même si le prix est bas, tu as beaucoup plus d'opportunités. Donc c'est ce que nous avons compris. Donc on veut que tout le monde, que beaucoup de personnes rentrent dans le domaine de l'agriculture pour qu'on puisse atteindre, enfin, on vise quand même l'autosuffisance alimentaire voilà, à l'échelle nationale et pourquoi pas en Afrique. Donc c'est pourquoi voilà, nous voulons quand même faciliter l'accès à l'information à tous les producteurs. C'est pourquoi nous mettons en contact les différents agents, producteurs et vendeurs de semences, vendeurs de produits phytosanitaires, et ça gratuitement. Gratuitement? Oui, gratuitement parce que par exemple, si vous êtes producteur et qu'on vous montre des agents, des vendeurs de produits phytosanitaires, nous ne cherchons aucun intérêt en fait. Vous vendez, pas de commission ni rien. Et puis, nous vous montrons seulement ceux qui sont sérieux. Parce que de nos jours sur le marché, il y a beaucoup de vendeurs de produits phytosanitaires, d'engrais, ainsi de suite, qui vendent du n'importe quoi. Donc, si on remarque qu'il y a tel producteur, enfin, il y a tel vendeur de semences sur le marché qui n'est pas bien, qui n'est pas loyal, donc directement nous disons ça voilà, aux gens qui viennent se former chez nous ou bien à notre réseau, de ne pas aller chez telle personne parce qu'elle risque voilà, de gâter votre production, de gâter votre spéculation. Donc voilà. Donc dites-nous, quelle est votre capacité de production par an, c'est-à-dire de façon générale? Okay. L'année passée, nous avons fait environ 780 tonnes, toutes spéculations confondues. Donc c'est ce que je peux dire. Donc je n'aimerais pas entrer dans les détails pour plusieurs raisons. Il faut reconnaître que nul ne parle de réussite sans obstacle. Alors dites-nous clairement, quels sont les obstacles que vous aviez pu surmonter? Alors, du début jusqu'à la fin, bon, on n'est pas encore arrivé à la fin, mais du début jusqu'à maintenant, il faut reconnaître que le Mali, c'est un pays où tous les entrepreneurs ont des difficultés. C'est-à-dire nous avons plusieurs pressions, des pressions au niveau social, des pressions au niveau du boulot, niveau gouvernement, ONG, partout, partout. Les difficultés, c'est déjà, les gens ne sont pas honnêtes et les gens ne sont pas ouverts. Par exemple, pour pouvoir produire une culture, il faut tomber 1000 fois pour pouvoir réussir. La culture du melon, par exemple, moi je dis ça très souvent, avant que je n'arrive à faire ça, on m'a fermé beaucoup de portes. Mais j'ai échoué au moins 2 fois avant de réussir. Le pastèque aussi, c'est la même chose. Parce qu'il ne s'agit pas de produire, il s'agit bien sûr de maximiser le profit. Donc ça, c'est un côté, une des difficultés. L'autre difficulté aussi, c'est quoi? Quand nous essayons par exemple de former de nos jours, je peux dire qu'en dehors des structures de formation telles que l'IPR de Katibougou et puis les structures telles que les universités et autres, Jara Agriculture, c'est la seule structure qui a formé plus de 1500 personnes en agriculture à court terme. C'est-à-dire nous donnons directement ce dont les agriculteurs ont besoin pour démarrer et après nous avons notre plateforme pour le suivi. Mais même pour ça, nous avons souvent, je dirais, des menaces. Pourquoi? Nous montrons la technique aux gens parce qu'il y a ceux qui se nomment aussi, qui s'autodésignent des techniciens, des ingénieurs et qui ne connaissent rien en réalité. Et voilà, qui racontent du n'importe quoi aux gens, sachant bien que les gens investissent des millions et ils perdent du temps. Donc, pourquoi ne pas dire la vérité aux gens avant qu'ils ne tombent dans l'erreur? C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Et chaque personne qui vient pour la formation ici, s'ils sont déjà producteurs, ils se disent pourquoi nous n'avons pas commencé directement par ça. Parce que en réalité, c'est pas du tout facile de sensibiliser les gens sur des questions de formation aussi. Vous voyez, on voit les images de Jara Agriculture sur Facebook, vous avez bien réussi. Il y a certaines qui pensent que c'est très facile, donc ils t'approchent, tu leur dis de se former, donc ils pensent que c'est juste pour faire de l'argent. Bref, ça c'est autre chose parce que si ça concerne, ceci concerne les vrais producteurs, ceux qui veulent vraiment réussir dedans. D'autre part, vous voyez, il y a le gouvernement, les ONG, le Mali étant un pays où un travailleur est une menace pour le système, des gens qui reçoivent des financements, des ONG, des structures qui reçoivent des financements de plusieurs milliards où 70, 60, 50% des fonds sont alloués au fonctionnement. On ne peut pas compter sur un système pareil. Donc voilà, c'est difficile d'évoluer de ses propres ailes. Et pendant que toi, tu travailles très bien, il y a d'autres personnes qui sont à côté, qui ne sont même pas des producteurs, donc qui profitent des subventions banalement et qui viennent vraiment gâter le marché comme ça. C'est pas facile en fait. Imagine, il y en a qui reçoivent, qui n'ont même pas de champs, qui reçoivent des subventions d'engrais, alors que nous, par exemple, moi je n'ai jamais reçu, parce que la première fois où je suis parti pour demander la subvention, on ne m'a même pas montré la porte en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui vient se gratter la tête pour rien. Il y a des difficultés comme ça. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on affronte de jour en jour, d'année en année, mais voilà, avec l'aide de Dieu et puis avec le courage, donc nous arrivons à s'en sortir. Quand on arrive sur le plan technique aussi, les ouvriers. Pour travailler chez Jara Agriculture, il faut au moins 1 mois de formation. 80% de nos ouvriers viennent se former et partent 3 mois plus tard. Et ça, ils partent où? Dans les mines traditionnelles, ou bien ils vont en ville pour conduire les mototaxis et autres. Donc il y a une question de sensibilisation. Peu importe ce que tu fais, si tu essaies de les sensibiliser sur l'avantage de l'agriculture, voilà, ils finissent par partir. Et ça, c'est voilà, des choses qui sont aussi protégées par la loi, donc du coup, ce n'est pas aussi facile que ça. Cette rotation d'ouvriers aussi, ça nous gêne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le suivi, les gens ne sont pas sérieux. Très récemment aussi, il y a le coût du carburant aussi qui est très à la hausse. Donc ça, ça nous a aussi fatigués. Mais avec le sérieux, tout va bien et puis on s'accroche parce que la vie entrepreneuriale aussi, c'est ça. Il faut s'adapter. La vie entrepreneuriale, c'est ça, il faut s'adapter. Je vous rappelle que vous êtes dans votre émission La Référence qui reçoit les modèles de réussite. Aujourd'hui, nous sommes avec ce éminent jeune qui fait la fierté dans le secteur agricole. Monsieur Jara, oui. Nous sommes toujours ensemble dans cette émission. Ok? Donc, il faut nous dire, Monsieur Jara, clairement, je voulais dire, comment vous faites avec vos employés? Alors, moi, la façon dont Jara Agriculture travaille avec ses employés, nous avons un modèle, c'est-à-dire un système américain. Comme je vous ai dit, c'est ce que j'ai appris, par exemple, quand j'étais au Canada. Moi, j'ai fait 6 ans d'études au Canada. J'ai travaillé là-bas aussi. Donc, j'ai très bien apprécié le modèle américain par le système français. C'est-à-dire, on se base beaucoup plus sur la formation, la motivation. Quelqu'un qui veut travailler chez nous, tu dois être formé au moins pendant 1 mois. Pas seulement sur les techniques de culture, mais aussi sur la gestion de la ferme et sur le management de soi. Il y a 1 semaine qui est consacrée pour ça. Parce que c'est pourquoi nous avons des semaines, on ne fait pas les recrutements n'importe comment. C'est en cas de besoin, nous faisons les recrutements. Et à chaque recrutement aussi, nous formons au moins 10 personnes comme réserve, gratuitement. Donc si on en a besoin, on a besoin d'1 ou 2 personnes donc, avant de lancer un recrutement. Donc nous faisons appel à ces gens qui ont reçu la formation chez nous. L'objectif c'est quoi? C'est de les amener à faire, c'est de les faire comprendre qu'il ne s'agit pas qu'ils travaillent ici en tant qu'ouvriers seulement. Ils peuvent avoir la possibilité d'être entrepreneurs un jour. Tu travailles comme ouvrier mais tu es en train d'apprendre. Et si tu as la possibilité, le jour où tu vas rentrer dans ton village, tu peux avoir des accompagnements de la part de Jara Agriculture pour en réalité exploiter ta propre ferme.
Ça, c'est une possibilité. Donc, c'est ce que nous faisons comprendre à nos employés. Ils sont payés, la plupart d'entre eux ont des contrats de collaboration. Et ceux qui arrivent à durer ici pendant vraiment longtemps, donc nous pouvons leur donner un contrat indéterminé, et un CDI à durée indéterminée. Et les salaires aussi sont vraiment encourageants ici. Nous avons des motivations aussi. Pendant les récoltes, pendant la vente, pendant la cueillette, donc vraiment, chacun est rémunéré en fonction de ce qu'il fait. Voilà. Monsieur Diarra, depuis la nuit des temps, il faut reconnaître que le secteur agroalimentaire est un secteur à risque. Si tel est le cas, et dites-nous quelle est votre stratégie de réussite. Très bien, merci pour cette question. C'est vrai, le secteur agroalimentaire, l'agriculture, c'est un secteur à risque très très élevé, comme beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs. Mais les gens ont tendance à dire que la terre ne ment pas. Mais ils oublient de dire qu'on ne doit pas tricher avec la terre aussi. La terre ne ment pas, mais on ne triche pas avec elle. Si tu donnes une graine à la terre, elle te donne 1000 graines. Mais si tu donnes une graine à la terre et tu triches avec elle, c'est-à-dire tu ne fais pas ce qu'elle te demande, c'est tout à fait normal que la terre te mente parce que toi tu as triché avec elle. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'agriculture est très 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 complexe. Facile mais complexe. C'est difficile à comprendre pour beaucoup de personnes, mais elle est facile mais complexe. Facile si tu fais tout ce qu'on te dit. Par exemple, chez nous, les gens avec qui nous travaillons, ceux qui font la formation, les gens qui sont sur notre plateforme, nous leur donnons un programme d'irrigation, un programme de fertilisation complet. Si tu appliques ça à la lettre, tu n'auras pas de problème. Par exemple, parce que dans ce programme, tu vas voir qu'il y a des programmes de prévention de maladies, des programmes d'application de produits phytosanitaires, de telle sorte que tu n'auras pas de problème si tu appliques ça. Mais au cas où tu n'appliques pas ça, tu vas commencer peut-être à avoir des maladies dans ta ferme, des virus qui peuvent anéantir toute une plantation en une semaine. Et moi, ça m'est arrivé où j'ai un quart d'hectare de melon qui est arrivé en fumée directe à cause d'un virus. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Parce que moi, j'étais en train d'essayer une variété de melon. Comme j'ai dit, il faut qu'on fasse des essais souvent pour quand même dire aux gens si c'est bien ou pas. Et cette variété de melon n'est pas du tout résistante en fait. Et puis elle ne résiste pas vraiment aux maladies. Mais quelqu'un d'autre peut voir sa plantation aller en fumée juste parce qu'elle n'a pas appliqué les règles de base. Les plantes, c'est comme des humains. Il faut leur donner à manger, c'est les engrais. Il faut leur donner à boire, c'est de l'eau. Il faut les traiter. Nous, on s'est fait vacciner quand on était petit contre les méningites et autres, les poliomyélites. Les plantes aussi, c'est comme ça. Ils ont des sèves, donc il faut les traiter bien avant l'arrivée des maladies. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Donc quand ils voient des images sur Facebook, Internet, ils voient que telle personne a bien produit. Et la plupart du temps, les gens viennent avec des questions. Monsieur Diarra, je vais faire 1 hectare de melon, 1 hectare de papaye. Mais ce n'est pas facile. Même si tu es milliardaire, pour un début, il ne faut pas faire 1 hectare. C'est ce que je dis aux gens. Commencez avec un quart d'hectare parce que l'agriculture réserve beaucoup de surprises. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent, mais il faut aussi connaître en réalité ce que tu dois faire. Il faut apprendre petit à petit. Donc, pour vous dire, l'agriculture est très très compliquée dans notre pays, surtout avec le climat, le réchauffement climatique. Surtout, ça demande beaucoup de moyens. Le réchauffement climatique, vraiment, avec ça, c'est très compliqué. Le besoin en eau est très compliqué. Le coût du forage, comment pomper l'eau avec le coût du carburant aujourd'hui, tout ça, c'est compliqué. Sachant bien que le prix des produits sur le marché n'augmente pas beaucoup. C'est pourquoi nous, même la formation que nous allons lancer bientôt, nous avons parlé de programmes, de plans d'optimisation de profit dedans et aussi la préparation de cultures contre-saison. Dans 2 mois, vous allez sur le marché, vous allez voir des tomates partout parce que tout le monde en produit maintenant. Les conditions climatiques sont favorables pour la production de la tomate. Mais dans 5 mois, la tomate ne sera vraiment pas disponible sur le marché. Donc nous, on apprend aux gens en ce moment de produire de la tomate pour la contre-saison, où le prix est bon sur le marché, tu peux te faire beaucoup d'argent, mais aussi
tu vas combler le manque sur le marché. On a tendance aujourd'hui à faire appel à des gens qui viennent installer des chambres froides et tout pour combler ce manque. Mais pourquoi ne pas appeler, c'est ce que je dis en fait, pourquoi ne pas, si on investit 100 millions dans une chambre froide, seulement avec 10 millions, on peut apprendre à des centaines de personnes voilà, des techniques de culture contre-saison qui va vraiment combler le marché. On est dans une oligarchie. Et ce système dont je parle, voilà, d'installation des chambres froides et autres, ça c'est un système basé sur l'oligarchie parce que c'est seulement ceux qui sont riches et puis ceux qui veulent se faire de l'argent, qui ont un peu d'argent, qui peuvent avoir de l'argent en ce moment. Sinon, si c'est pour aider, apprenez les paysans, les petits villageois à produire en contre-saison. Donc, ils vont combler le marché, ils vont se faire de l'argent. Mais toujours, c'est en haut, c'est de l'oligarchie. Il faut que l'argent tourne, il faut que ça reste quelque part. Donc, la difficulté, ça ne va pas finir tant que le système ne change pas. Et les paysans sont perçus comme des sous-hommes. Moi, ça m'arrive. Le matin, quand je pars dans une station Total pour prendre un café avec ma tenue, voilà, je vois un banquier ou bien quelqu'un voilà, en costume, cravate qui vient et puis on le sert devant moi. Et moi, ça me fait rire parce que je peux payer ces derniers. Donc, du coup, voilà, on est dans une société où en réalité, on vit que fictivement, en fait. Donc, nous devons sortir en réalité de ces trucs-là. Et le paysan a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Parlant de paysans, et quelle est votre préférence entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne? Alors, l'agriculture traditionnelle, disons que nous sommes en retard. On doit déjà abandonner l'agriculture traditionnelle. Avec la démographie, disons, voilà, chaque année, c'est des millions de personnes qui viennent dans le monde encore. Est-ce qu'on pourra nourrir tout le monde avec l'agriculture traditionnelle? Non. Il faut qu'on donne des moyens aux agriculteurs, aux paysans, qu'on les forme. Il ne s'agit pas seulement de leur donner des semences chaque année comme on fait, ou bien de donner un tracteur à 80 villages pour qu'ils puissent se partager ce tracteur. C'est du n'importe quoi en fait. Il faut former les gens avec des techniques. Si tu veux accompagner les gens, c'est le savoir. Donc moi je pense que l'agriculture traditionnelle, pour quitter l'agriculture traditionnelle, il faut de la formation, former les gens sur les pratiques modernes, sur la fabrication des engrais naturels et ainsi de suite. On fait croire aux gens aujourd'hui que c'est les serres qui fonctionnent, qui sont bien, mais les serres, ça c'est le Canada, la France, où il fait très froid. Au Mali, Dieu nous a donné le soleil. Gratuitement, ces pays-là cherchent le soleil. Mais toujours l'oligarchie veut nous montrer que c'est les serres qui fonctionnent parce que ça passe par la douane, c'est des ingénieurs qui viennent faire ça. C'est de la merde, on n'a pas besoin de serres ici au Mali. Profitons de ce qu'on a. On n'en a pas besoin. Vous avez parlé d'oligarchie. Quand on parle d'oligarchie et qu'on compare l'agriculture moderne, on peut se dire que l'oligarchie peut se mettre dans l'agriculture moderne. Si eux se mettent dans l'agriculture moderne, c'est ce qui est très bien parce qu'il suffit d'un peu de moyens seulement pour pouvoir faire comme l'oligarchie. Il n'y a pas de problème. Moi, je parle de technique, juste quelqu'un qui fait un quart d'hectare de papaye peut se faire 100 000 francs CFA par semaine. Ben oui. Faut pas m'inciter à rentrer dans l'agriculture. Ben oui, vous allez faire ça. Peut se faire 100 000 francs CFA par semaine. Ça, c'est tout à fait normal. Moi, je suis l'exemple vivant devant vous. J'avais plus de 1 400 000 et quelques mille francs CFA de salaire par mois avec des avantages. Mais j'ai laissé ça, j'ai démissionné, je suis là aujourd'hui. Je paye beaucoup d'employés aussi. Donc, c'est les techniques en fait. Quand je parle d'oligarchie et autres, je vais simplement dire qu'on est en train de rendre indispensable ce qui n'est pas nécessaire dans l'agriculture au Mali. Montrer juste le peu aux paysans, ils vont produire plus et ils se feront de l'argent. Mais on veut toujours que ces gens fassent les mêmes productions chaque année, qui demandent toujours les mêmes subventions, qui prennent 3 sacs, 5 sacs d'engrais pour quelques hectares, ça ne suffit pas, c'est les mêmes merdes. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pourquoi j'aime être sur des plateaux comme ça quand même pour dire voilà, à l'oligarchie ce qu'il faut en réalité. Donc, pour finir, parlez-nous de votre produit qui sera bientôt disponible sur le marché malien. Alors, le produit qui sera disponible bientôt,
Ça, c'est déjà tout prêt, hein. C'est le 1er novembre. On appelle ça Djaraka Gamougou. Ça, c'est la poudre de gombo. Parce que nous avons remarqué que au Mali, après l'hivernage, la période hivernale, jusqu'un mois après l'hivernage ou quelques semaines après l'hivernage, le prix du gombo flambe. Parce que le gombo, c'est une culture qui aime, bon, ça dépend des semences, mais quand même qui aime l'humidité. Et pendant l'hivernage, donc on peut profiter de la pluie pour en produire plus. Donc en ce moment, le prix est très bon sur le marché. Mais après, le prix n'est plus bon. Donc pour faciliter l'accès au gombo, aux poudres de gombo, donc nous, on a mis en place une très grande exploitation. On a commencé par 4 hectares et là, on va étendre ça sur 9 hectares de production de gombo. L'objectif, c'est de produire la poudre de gombo qu'on va vendre ici au Mali et même à l'extérieur, parce que quand on parle de Malien, on parle de Malien en général et d'Africains en général aussi. Voilà, parce qu'il y a des Africains à l'extérieur du Mali aussi qui en consomment. Et moi, c'est une fois que j'ai remarqué, moi, ma petite sœur a demandé à ce qu'on l'envoie ça. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais avec la poudre de gombo? Voilà, et elle m'a dit qu'on n'en trouve pas aux États-Unis. J'ai dit, ah ouais, ok, il n'y a pas de souci. Donc l'idée m'est venue comme ça. Il y a la possibilité qu'on en produise à très grande échelle ici et je peux envoyer à l'extérieur et on va en vendre ici aussi. Le prix de Djaraka Gamougou sera inférieur au prix du marché et vous allez remarquer sur le marché que la plupart du temps, quand on vend du gamougou, de la poudre de gombo, ils mélangent ça avec autre chose. Pour nous, c'est 100% naturel, pas de mélange, pas d'additifs. Et quand tu vas en consommer, les gens le sauront aussi. On peut avoir une idée sur le prix? Ça, c'est un peu confidentiel parce qu'il y a l'équipe commerciale aussi qui est chargée de dire voilà, le prix. Moi, je n'ai même pas validé encore le prix, donc je pense que ils doivent me dire ça aujourd'hui. Mais ça sera quand même en plusieurs formats, 100 grammes, 500 grammes et puis 1 kilo. Mais le prix, c'est ça, publié sur notre page et puis l'équipe commerciale va s'en charger. Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Monsieur Isiaka Diarra, quel appel avez-vous à lancer à la jeunesse malienne? Alors, ce que je dis à la jeunesse malienne, c'est, en premier lieu, c'est de travailler à la jeunesse malienne et pas seulement à la jeunesse malienne, je dirais bien à la jeunesse africaine, c'est de travailler. On travaille, on n'a pas de diplôme, enfin, même si on a des diplômes, on ne travaille pas. Dieu nous a donné, c'est ce que je dis aux gens, beaucoup de chance en fait. On a des terres arabes à perte de vue. Aujourd'hui, quelqu'un qui exploite un quart d'hectare peut payer quelqu'un qui se trouve dans un bureau. C'est possible, mais rien n'est facile. Quand tu vas dire ça aux gens, ils vont dire, mais pour se lancer dans l'agriculture aujourd'hui, on a besoin de moyens, ce n'est plus fait pour les pauvres et tout. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Tu prends un jeune aujourd'hui, l'argent qu'il utilise pour les sorties de nuit ou autres, en un an, il peut investir ça sur un quart d'hectare et puis il va avoir beaucoup d'argent. Moi, j'ai accompagné des jeunes sur un demi-hectare, un quart d'hectare qui sont autosuffisants aujourd'hui. J'ai la preuve devant moi en fait. Si je dis ça, c'est pour vraiment inciter ces jeunes-là à venir sur le marché, dans le secteur agricole. C'est quelque chose qui est très très rentable. Si moi je vous dis aujourd'hui que j'ai l'habitude d'acheter des mouches à 75 000 francs, peut-être que ça va vous paraître bizarre. Dans un champ de melon, les mouches c'est important. J'ai l'habitude d'acheter des abeilles à 150 000 francs, 2 ruches d'abeilles à 150 000 francs, plein d'abeilles. Mais seulement avec la production de mouches, avec la production d'abeilles, tu peux te faire de l'argent. Avec la production de vers de terre pour les éleveurs de poules, tu peux te faire de l'argent. Donc, Dieu nous a donné, nous, cette chance en Afrique, avec ce soleil, avec des terres arabes à perte de vue. Il faut qu'on en profite. Personne ne viendra faire ça à la place de la jeunesse. La jeunesse doit en profiter. Et quand je dis ça, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'agriculture, mais d'autres personnes sont en train d'évoluer dans d'autres secteurs et voilà, qui se battent en réalité. Par exemple, vous vous battez pour la visibilité des jeunes entrepreneurs. Ça, c'est quelque chose de très bien. Les gens qui sont fascinés, qui veulent être dans votre domaine, c'est sûr que voilà, s'ils vous approchent, ils auront quand même voilà, quelques accompagnements ou bien des idées. Donc, c'est de ne pas s'asseoir, de travailler. Et n'attendons pas le gouvernement. N'attendons pas l'oligarchie parce que l'oligarchie ne va jamais changer. C'est nous qui devons changer cette oligarchie. Ok.
n'attendons pas le gouvernement. C'est sur ce thème on va se dire au revoir au compte de cette émission. C'était là votre émission qui valorise les modèles de réussite. La production a été assurée par Fantastic Prod. À tous, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.